Une policière était dans le coma à l'hôpital après une confrontation lors de son service. Son fidèle chat est resté à ses côtés tout le temps, sans jamais s'éloigner. Quand tout espoir semblait perdu, le félin a remarqué quelque chose d'inhabituel. Une tragédie a été évitée grâce à l'incroyable connexion entre la policière et son compagnon à quatre pattes. Avant de découvrir cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La sirène a déchiré le silence de l'aube, tandis qu'Élodie Martin ajustait son gilet pare-balles. Ses yeux marrons reflétaient la détermination de ses 10 années de carrière dans la police de Paris. Sur le siège passager de la voiture de patrouille, sa partenaire Camille tapait frénétiquement sur le terminal mobile, recevant les dernières mises à jour sur la localisation du groupe de braqueurs qui venait d'attaquer un transporteur de fonds. 3 suspects dans une Peugeot argentée, direction périphérique, annonça Camille, ses doigts tambourinant nerveusement sur le tableau de bord. Le central confirme qu'ils sont armés. Élodie accéléra, ses pensées se tournant momentanément vers Luna, sa chatte siamoise qu'elle avait sauvée lors d'une intervention il y a 5 ans. C'était toujours ainsi, avant les opérations risquées. Elle pensait à sa compagne féline, comme à un talisman de protection. « Tu arrives à voir la plaque ?» demanda Élodie, manœuvrant habilement entre les voitures qui s'écartaient pour laisser passer la voiture de police. « Partiellement. Ça commence par ABC, » répondit Camille, se retenant quand Élodie prit un virage serré. « Les équipes tactiques sont en route, mais nous sommes les plus proches. » La radio crépitait avec des mises à jour constantes. D'autres voitures de police convergèrent vers la zone, essayant de créer un encerclement stratégique. Élodie connaissait ces rues comme le fond de sa poche. Elle avait grandi ici, joué sur ces trottoirs, rêvé du jour où elle porterait l'uniforme pour protéger sa communauté. « Là-bas !» pointa Camille. La Peugeot argentée est apparue devant, se faufilant dangereusement entre les véhicules. Élodie sentit l'adrénaline familière parcourir son corps. C'était sa spécialité, les poursuites automobiles. Ce n'était pas pour rien que ses collègues l'appelaient la panthère, autant pour sa précision féline au volant que pour sa connexion particulière avec Luna. Centrale, véhicule 2547 en poursuite. Périphérique, direction Charles de Gaulle, annonça Élodie, gardant une voix calme malgré la tension du moment. La Peugeot tenta de les semer en prenant une bretelle d'accès, mais Élodie anticipa la manœuvre. Des années d'expérience lui avaient redonné un 6e sens pour prévoir les actions des fuyards. La distance entre les véhicules diminuait progressivement. « Ils vont essayer d'entrer dans la zone industrielle », murmura Élodie, plus pour elle-même que pour Camille. C'est le seul endroit avec des voies de fuite dans ce secteur. Comme prévu, la Peugeot prit un virage serré en direction d'un ensemble d'entrepôts abandonnés. Élodie maintint la poursuite, consciente que la situation allait se compliquer. Le terrain accidenté et les ruelles étroites entre les entrepôts formaient un labyrinthe dangereux. « Renfort dans 3 minutes », informa Camille, vérifiant le GPS. « Hélicoptère Eagle en décollage ». Élodie ralentit en entrant dans la zone industrielle. La lumière des phares ricochetait sur les murs écaillés des entrepôts, créant des ombres inquiétantes. La Peugeot avait disparu dans l'une des ruelles, mais le bruit du moteur résonnait encore entre les structures. « Ils connaissent les lieux », observa Élodie, ses yeux balayant chaque ruelle, chaque coin. « Ce n'est pas un hasard. » Camille acquiesça, sa main reposant sur son étui. « Nous devons être prudents. Cela pourrait être une... » Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, la Peugeot surgit sur le côté, obligeant Élodie à faire une manœuvre brusque. Le véhicule dérapa, mais elle garda le contrôle, reprenant immédiatement la poursuite. « Ils essaient de nous coincer », conclut Élodie, remarquant le schéma de mouvement des suspects. « Camille, active le protocole Sigma. Nous devons bloquer toutes les sorties. » La zone industrielle se transforma en une arène de chats et de souris. Élodie maintenait la pression sur les fugitifs, les forçant à commettre des erreurs, tandis que Camille coordonnait avec les équipes de soutien qui approchaient. La pleine lune éclairait partiellement la scène, créant un jeu de lumière et d'ombre qui rendait chaque mouvement plus dramatique. Élodie sentait que quelque chose était différent dans cette poursuite. Il y avait une précision dans les manœuvres des suspects qui suggérait une préparation, comme si chaque virage, chaque décision faisait partie d'un plan plus vaste. « Élodie, ils nous mènent vers le secteur C », alerta Camille, consultant le plan de la zone sur sa tablette. « C'est une zone sans issue. »« Non », répondit Élodie, sa voix chargée de certitude. « C'est exactement là où ils veulent aller. » Le véhicule contourna un autre hangar
et Élodie vit quelque chose qui confirma ses soupçons. Des marques récentes de pneus au sol, indiquant que cette route avait été répétée auparavant. Centrale, suspicion d'embuscade dans le secteur C, informa-t-elle, gardant son calme. Je demande une approche prudente des unités de soutien. La Peugeot ralentit en entrant dans une cour spacieuse, entourée de 3 hangars abandonnés. Élodie arrêta le véhicule à une distance sûre, gardant les phares allumés. Le moment de l'affrontement approchait, et elle pouvait sentir chaque muscle de son corps tendu, prêt pour ce qui allait suivre. « Quoi qu'ils aient planifié, » dit Élodie en vérifiant son équipement, « ça ne marchera pas. » À ce moment-là, comme en réponse à un appel silencieux, Luna, à la maison, dressa ses oreilles pointues et fixa ses yeux bleus en direction de la ville, comme si elle pouvait sentir que son humaine était sur le point de relever le plus grand défi de sa carrière. L'air de la nuit portait une tension palpable, tandis qu'Élodie et Camille maintenèrent leur position, observant la Peugeot immobilisée à quelques mètres de distance. Les phares du véhicule éclairaient partiellement la scène, créant une scène improvisée dans cette cour industrielle abandonnée. « Quelque chose ne va pas », murmura Élodie, remarquant des mouvements dans les ombres des entrepôts. Ses années d'expérience criaient des alertes dans son esprit. « Camille, garde le contact avec le soutien. Combien de temps ?»« 2 minutes pour les premières unités », répondit sa partenaire, sans quitter des yeux le périmètre. Soudain, les portes de la Peugeot s'ouvrirent simultanément. 3 silhouettes émergèrent, les mains levées, apparemment en signe de reddition. Élodie plissa les yeux, son intuition aiguisée détectant la fausseté de ce geste. « Police ! Gardez vos mains où nous pouvons les voir !» cria Élodie, sa voix ferme résonnant dans la cour. Le chef du groupe, un homme grand portant un manteau sombre, fit un pas en avant. « Officier Martin !» prononça-t-il son nom avec une familiarité dérangeante. « Votre réputation vous précède. » Élodie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Comment savait-il son nom? Ses soupçons initiaux se confirmaient. Ce n'était pas une simple poursuite, mais un piège méticuleusement planifié. « Identification complète, maintenant !» ordonna Élodie, gardant son calme malgré la surprise. L'homme rit, un son qui semblait déplacé dans la tension du moment. « Je crois que nous nous connaissons déjà, Élodie. Ou plutôt, nous devrions nous connaître. Après tout, c'est vous qui avez détruit les plans de mon frère il y a 5 ans. » L'esprit d'Élodie travailla rapidement, reliant les points. 5 ans plus tôt, elle avait dirigé une opération qui avait abouti à l'arrestation d'un gang spécialisé dans les vols de transporteurs. C'était lors de cette même opération qu'elle avait trouvé Luna, alors un chiot apeuré caché parmi des caisses. « Antoine Dubois », murmura Élodie, reconnaissant la ressemblance avec l'homme qu'elle avait arrêté des années auparavant. « Je vois que votre mémoire ne vous fait pas défaut », sourit Antoine, faisant un pas de plus. « Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps à planifier ce moment, à étudier vos habitudes, vos trajets, votre vie. » Camille était déjà en communication silencieuse avec les équipes de soutien, transmettant la situation critique qui se déroulait. Élodie garda son attention sur Antoine, consciente que chaque seconde était cruciale. « Votre frère a fait ses choix, » répondit Élodie avec fermeté, « et vous êtes sur le point de commettre la même erreur. »« Erreur ?» rit à nouveau Antoine. « La seule erreur a été de sous-estimer à quel point j'ai appris en vous observant, officier Martin. Chaque détail, chaque mouvement. » Il fit un geste large avec les mains, et Élodie perçut un mouvement dans les ombres des entrepôts. Il n'était pas seul. D'autres personnes étaient cachées, probablement armées, prêtes à un affrontement. Le piège était complet. Centrale, situation critique dans le secteur C, transmis discrètement Camille. Multiples suspects identifiés. Nous avons besoin d'un soutien immédiat. Élodie maintint sa position, son esprit explorant plusieurs possibilités d'action. Son entraînement et son expérience lui disaient d'attendre des renforts, mais son instinct l'avertissait qu'Antoine n'attendrait pas aussi longtemps. « Tu sais ce qui est ironique ?» poursuivit Antoine, sa voix prenant un ton plus sombre. « Tu as détruit ma famille en pensant faire justice. Maintenant, je vais te montrer ce que signifie perdre tout ce que tu as construit. » Le bruit de pas résonna dans la cour, alors que d'autres silhouettes émergèrent des ombres. Élodie et Camille se retrouvèrent encerclés par au moins 10 personnes, toutes en position stratégique. « Dernière chance », avertit Élodie, sa voix ne trahissant pas le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. « Rendez-vous maintenant, et personne ne sera blessé. » Antoine secoua la tête comme s'il était déçu. « Toujours la négociatrice, n'est-ce pas ?»
Mais ce soir, il ne s'agit pas de négociation, Élodie. Il s'agit de régler des comptes. L'air semblait devenir plus dense, chargé de l'imminence du conflit. Élodie pouvait entendre les sirènes des véhicules de soutien au loin, mais elle savait qu'il leur faudrait encore de précieuses minutes pour arriver. À la maison, Luna s'agitait, inquiète, ses instincts félins captant quelque chose qui transcendait la distance physique. La chatte siamoise allait et venait, ses yeux bleus fixés en direction de la ville, comme si elle pouvait sentir le danger auquel son humaine était confrontée. Dans la cour de la zone industrielle, Élodie fit un mouvement subtil, se positionnant mieux derrière la porte du véhicule. Ses années d'expérience lui disaient que les prochains moments seraient décisifs. « Antoine, elle essaya une dernière fois, ne transforme pas ça en quelque chose que tu regretteras. » Son sourire disparut, remplacé par une expression de froide détermination. « Le regret, Élodie, sera entièrement le tien. » Le temps sembla se figer un instant, comme si l'univers lui-même retenait son souffle avant la tempête qui allait éclater dans cette cour industrielle abandonnée. Le chaos s'installa en quelques secondes. Le premier coup de feu vint de la gauche, ricochant sur la carrosserie du véhicule. Élodie et Camille cherchèrent immédiatement un abri, leurs mouvements synchronisés par des années de partenariat. « Le soutien arrive dans 1 minute !» cria Camille, tout en répondant à l'attaque avec une précision contrôlée. Élodie gardait les yeux sur Antoine, qui s'était stratégiquement replié derrière un pilier en béton. Le son assourdissant des coups de feu résonnait entre les murs des entrepôts, créant une symphonie chaotique de métal et de béton. « Il faut gagner du temps !» cria Élodie à sa partenaire, réalisant qu'elles étaient en infériorité numérique. Les années d'entraînement et d'expérience sur le terrain guidaient chaque mouvement d'Élodie. Elle visualisait la cour comme un échiquier, calculant les positions, anticipant les mouvements. Son cœur battait fort, mais ses mains restaient fermes. Central officier sous un intense assaut dans la zone industrielle. Camille transmettait, sa voix gardant un calme professionnel même sous pression. Élodie profita d'un moment de pause dans les tirs pour changer de position, se déplaçant comme une ombre entre les couvertures disponibles. Ses yeux entraînés captaient chaque détail, les positions des tireurs, les routes de fuite, les pièges possibles. « Tu ne peux pas t'échapper cette fois, Élodie. » La voix d'Antoine résonna dans la cour. « Ce n'est que le début. » Une nouvelle attaque coordonnée força les officières à se séparer. Élodie roula derrière un conteneur abandonné, sentant le métal vibrer sous les impacts des projectiles. Son esprit restait clair, concentré, même lorsque le danger augmentait à chaque seconde. À la maison, Luna s'était positionnée à la fenêtre, ses yeux bleus fixés sur l'horizon de la ville. Le pelage du chat était hérissé, et de petits miaulements d'angoisse s'échappèrent de sa gorge, comme si elle pouvait sentir la bataille que sa maîtresse affrontait. De retour dans la cour, Élodie remarqua un changement dans la stratégie des assaillants. Ils se déplaçaient en un motif circulaire, essayant de resserrer l'étau. Les sirènes des véhicules de soutien retentissaient de plus en plus près, mais pas encore assez. « Camille, attention à ton flanc droit !» Élodie avertit, remarquant un mouvement suspect dans les ombres. L'avertissement arriva à temps. Camille parvint à éviter une embuscade, répondant avec une précision chirurgicale. Son partenariat avec Élodie allait au-delà des mots. Elles étaient comme des sœurs au combat, anticipant les besoins l'une de l'autre. « Élodie !» La voix d'Antoine résonna plus proche. « Tu pensais vraiment pouvoir détruire ma famille et continuer comme si de rien n'était? Que tu pouvais jouer les héroïnes sans conséquence ?» La réponse d'Élodie vint sous la forme d'une manœuvre tactique précise. Elle se déplaça rapidement entre les couvertures, forçant les tireurs à révéler leur position. Chaque mouvement était calculé, chaque décision basée sur des années d'expérience. Le bruit de l'hélicoptère de la police fendit l'air nocturne, ses puissants projecteurs commençant à balayer la zone. Élodie savait qu'elle devait occuper Antoine et son groupe encore quelques minutes, jusqu'à ce que l'encerclement soit complet. « Ton frère a choisi son chemin, Antoine », répondit Élodie, sa voix ferme malgré la situation, « et tu répètes les mêmes erreurs. » Un rire amer résonna dans la cour. « Des erreurs ? La seule erreur a été de faire confiance au système que tu représentes. Mais aujourd'hui tout change. » Élodie perçut un changement dans le ton de sa voix. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose au-delà de la vengeance. Antoine ne cherchait pas seulement à régler des comptes, il avait un plan plus grand. L'affrontement s'intensifia. Les tirs traversaient l'air comme des éclairs mortels, ricochant sur les structures métalliques et les murs de béton. Élodie et Camille maintenirent leur position,
ripostant avec discipline et précision, consciente que chaque mouvement pouvait être décisif. « Les équipes tactiques entrent par le côté sud », annonça Camille, sa voix à peine audible dans le chaos. Élodie hocha la tête, comprenant que le moment crucial approchait. Luc et son groupe allaient être sous pression, et les personnes désespérées commettent des erreurs. Elle devait être prête à toute éventualité. L'hélicoptère décrivait des cercles de plus en plus bas, ses faisceaux lumineux fendant l'obscurité comme des épées de lumière. Les ombres dansaient dans la cour, créant un décor surréaliste de clair-obscur. « C'est fini, Luc !» cria Élodie, réalisant que l'encerclement était presque complet. « Il n'y a pas d'issue. » La réponse vint sous la forme d'un mouvement soudain. Luc émergea de sa cachette, ses yeux brillants d'une détermination troublante. « Tu te trompes, Élodie. Ce n'est que le début. » Le temps sembla ralentir, tandis qu'Élodie analysait la scène devant elle. Son entraînement, son expérience, tout son instinct lui criait que quelque chose était sur le point de changer radicalement. L'air semblait chargé d'électricité, comme avant une tempête dévastatrice. À la maison, Luna poussa un long miaulement angoissé, comme si elle pressentait que son humaine bien-aimée était sur le point de vivre le moment le plus critique de sa vie. Le destin d'Élodie Martin allait prendre une tournure inattendue, et même ses années d'expérience ne l'avaient pas préparée à ce qui allait arriver. Le monde autour d'Élodie Martin explosa dans le chaos. Luc, d'un mouvement rapide et précis, lança un objet dans sa direction. Ses années d'entraînement lui avaient appris à réagir instinctivement, en se jetant sur le côté, mais pas assez rapidement. Une explosion assourdissante secoua la cour. Élodie sentit l'impact avant d'entendre le son, une force invisible qui la projeta contre un mur de béton. Pendant un moment, tout devint silencieux, comme si le monde avait été englouti par le vide. Lorsque ses sens commencèrent à revenir, Élodie se retrouva enveloppée dans un nuage de poussière et de fumée. Le goût métallique du sang dans sa bouche et la douleur aiguë dans son torse indiquaient qu'elle avait été touchée. Elle essaya de bouger, mais son corps ne répondait pas comme il le devrait. « Camille !» cria-t-elle, sa voix rauque et faible. Aucune réponse. À travers le brouillard de douleur et de confusion, Élodie entendit des pas approcher. La silhouette d'Antoine émergea de la fumée, un sourire de triomphe sur son visage. « Regardez comme les rôles se sont inversés, officier Martin, » dit-il, sa voix mêlant satisfaction et mépris. « Vous m'avez tout pris et maintenant, eh bien, c'est à mon tour de rendre l'appareil. » Élodie essaya d'atteindre son arme, mais ses mouvements étaient lents, imprécis. Antoine observait avec un air de divertissement morbide. « Ne vous inquiétez pas, » continua-t-il, s'accroupissant à côté d'elle. « Je ne compte pas vous ôter la vie. Ce serait trop miséricordieux. Je veux que vous viviez, Élodie. Viviez pour voir tout ce que vous avez construit s'effondrer. » Le bruit des sirènes et des hélicoptères augmentait à chaque seconde. Antoine regarda autour de lui, conscient que son temps était compté. « Ce n'est que le début, » murmura-t-il en se penchant plus près. « Quand tu te réveilleras, si tu te réveilles, le monde que tu connais n'existera plus, et tu sauras que tout est de ta faute. » D'un mouvement rapide, il asséna un coup précis à la tempe d'Élodie. L'obscurité l'envahit instantanément, les dernières images dans son esprit étant le visage de Luna et l'écho lointain de la voix de Camille. Le bip constant des moniteurs cardiaques fut le premier son qu'Élodie perçut en reprenant conscience. Ses yeux s'ouvrirent lentement, s'ajustant à la lumière douce de la chambre d'hôpital. La douleur dans son corps était un rappel constant des événements survenus dans la zone industrielle. « Bienvenue parmi nous, officier Martin. » Une voix douce la salua. Une infirmière d'âge moyen lui sourit en ajustant la perfusion. « Vous nous avez fait très peur. » Élodie essaya de parler, mais sa gorge était trop sèche. L'infirmière lui tendit un verre d'eau, l'aidant à boire lentement. « Combien de temps ?» parvint à demander Élodie, sa voix rauque et faible. « 3 jours, » répondit l'infirmière. « Vous étiez dans un coma induit à cause de vos blessures. Le médecin sera heureux d'apprendre que vous êtes réveillé. Je vais l'appeler immédiatement. » Alors que l'infirmière sortait, Élodie essayait de rassembler ses pensées. Les souvenirs de la nuit de l'affrontement étaient fragmentés, comme les pièces d'un puzzle qui refusait de s'assembler. Le docteur Moreau, un homme à l'apparence sérieuse et compatissante, entra dans la chambre quelques minutes plus tard. « Officier Martin, c'est bon de vous voir réveillé. Comment vous sentez-vous ? » « Comme si j'avais été renversé par un camion, » répondit Élodie, essayant de sourire faiblement. Le médecin hocha la tête, compréhensif.
Compte tenu de ce que vous avez traversé, c'est une description assez précise. Vous avez subi de multiples blessures, y compris un traumatisme crânien et des fractures aux côtes. Mais vous êtes forte, et nous sommes optimistes quant à votre rétablissement. Élodie hésita avant de poser la question qu'elle redoutait le plus. « Et ma partenaire? Camille ?» Le docteur Moreau fit une pause, son visage prenant une expression grave. « L'officier Dupont a également été gravement blessé. Elle est en soins intensifs mais stables. Les prochains jours seront cruciaux. » Un nœud se forma dans la gorge d'Élodie. Camille, son amie, sa sœur d'armes, se battant pour sa vie à cause d'un piège qui lui était destiné. « Et les suspects ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme. « Je suis désolé, mais je n'ai pas ces informations, » répondit le médecin. « Je suis sûr que vos supérieurs viendront vous parler dès qu'ils sauront que vous êtes réveillé. Pour l'instant, j'ai besoin que vous vous reposiez et que vous vous concentriez sur votre rétablissement. » Élodie hocha la tête, bien que son esprit soit loin d'être tranquille. Les derniers mots d'Antoine résonnaient dans sa mémoire, une promesse sinistre que le pire était encore à venir. Alors que le docteur Moreau prenait des notes sur son bloc, Élodie remarqua quelque chose d'inhabituel dans le coin de la chambre. Un petit bouquet de fleurs sauvages, si déplacé dans cet environnement stérile, attira son attention. « Ces fleurs ?» commença-t-elle à demander. Le médecin suivit son regard et sourit. « Ah oui, votre chatte les a apportées. » Élodie cligna des yeux, confuse. « Ma chatte ?»« Oui, la siamoise, » expliqua-t-il, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Elle est apparue à l'hôpital le lendemain de votre admission, portant ses fleurs. Les infirmières étaient fascinées. Elle est venue tous les jours depuis. » L'esprit d'Élodie tourbillonnait à cette information. Luna, sa fidèle compagne, avait en quelque sorte trouvé le chemin jusqu'à l'hôpital. C'était impossible, illogique, et pourtant réconfortant. « Viendra-t-elle encore aujourd'hui ?» demanda Élodie, ressentant un besoin soudain de la présence de son amie Féline. Le docteur Moreau sourit gentiment. « Je suis sûr que oui. On dirait qu'elle a un sixième sens quand il s'agit de toi. » Alors que le médecin quittait la chambre, Élodie ferma les yeux, laissant enfin les larmes couler. Le poids des événements, l'inquiétude pour Camille et l'incertitude de l'avenir l'accablaient. Mais au milieu de toute cette obscurité, l'idée que Luna ait trouvé un chemin jusqu'à elle brillait comme un phare d'espoir. Élodie ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, quel défi Antoine avait préparé, ou comment elle affronterait tout cela. Mais à ce moment-là, tout ce qu'elle voulait, c'était voir sa petite amie poilue, sentir le réconfort de sa présence et trouver la force pour la bataille à venir. Dehors, à l'hôpital, Luna attendait patiemment, ses yeux bleus fixés sur la fenêtre de la chambre d'Élodie, comme si elle savait que son humaine s'était enfin réveillée et l'attendait. Le crépuscule peignait le ciel de Paris de teintes orangées et rosées lorsque Luna, la chatte siamoise d'Élodie, glissa silencieusement dans le couloir de l'hôpital. Ses yeux bleus, attentifs et déterminés, semblaient connaître exactement le chemin vers la chambre de sa maîtresse. Les infirmières et les gardes, déjà habitués à la présence inhabituelle de la féline, souriaient et hochaient la tête avec admiration. Élodie, encore faible et souffrante, entendit le doux bruit de petites pattes approcher. Son cœur se remplit d'une émotion inexplicable lorsqu'elle vit Luna entrer dans la chambre, portant délicatement une petite fleur sauvage dans sa gueule. « Luna » murmura Élodie, les larmes aux yeux. « Comment m'as-tu trouvée, ma petite ?» Le chat sauta gracieusement sur le lit, laissant la fleur à côté de l'oreiller d'Élodie avant de se blottir délicatement contre la poitrine de sa maîtresse. Le doux ronronnement de Luna était comme un baume pour l'âme meurtrie de la policière. « Tu es incroyable, tu le sais ?» murmura Élodie, caressant le pelage doux de sa compagne. « Je ne sais pas comment tu as fait ça, mais je suis si heureuse que tu sois là. » À ce moment-là, le docteur Moreau entra dans la chambre, surpris de voir la scène. « Eh bien, on dirait que nous avons une visiteuse très spéciale, » commenta-t-il en souriant. « Tu sais, Élodie, en toutes mes années de médecine, je n'ai jamais rien vu de tel. Ce chat est venu tous les jours, toujours à la même heure, toujours avec une fleur. C'est presque comme si elle savait. » Élodie sourit, sentant une vague de réconfort et de force émaner de Luna. « Elle sait, docteur. D'une manière ou d'une autre, elle sait toujours. » Le médecin hocha la tête, respectant le lien spécial entre la patiente et son animal de compagnie. « Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Tes examens montrent une amélioration significative. Si cela continue,
nous pourrons bientôt te transférer dans une chambre ordinaire. » « Et Camille ?» demanda Élodie, l'inquiétude évidente dans sa voix. Le docteur Moreau hésita un instant avant de répondre. L'officier Dupont est toujours dans un état critique, mais stable. C'est une battante, tout comme vous. Élodie ferma les yeux un instant, absorbant l'information. Luna, percevant l'angoisse de sa maîtresse, se rapprocha comme pour la protéger. « Merci, docteur, » dit finalement Élodie. « Y a-t-il d'autres nouvelles sur ce qui s'est passé cette nuit-là » Le médecin secoua la tête. « Je suis désolé, mais je n'ai aucune information sur l'enquête. Vos supérieurs ont mentionné qu'ils viendraient vous parler dès que vous seriez en état. » Après le départ du docteur Moreau, Élodie resta seule avec ses pensées et Luna. Les paroles d'Antoine résonnaient dans son esprit. « Quand tu te réveilleras, si tu te réveilles, le monde que tu connais n'existera plus. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, Luna ? Murmura Élodie, plus pour elle-même que pour la chatte. Que se passe-t-il dehors ? Comme pour répondre, Luna se leva et se dirigea vers la petite télévision dans le coin de la chambre. Elle miaula insistance, regardant alternativement la télévision et Élodie. Intriguée, Élodie prit la télécommande et alluma l'appareil. Les nouvelles qui remplirent l'écran la laissèrent stupéfaite. Dans un développement choquant de l'affaire de l'explosion dans la zone industrielle, disait la journaliste, de nouvelles preuves suggèrent une possible implication d'officiers de police avec le groupe criminel. Des sources anonymes affirment que des documents compromettants ont été trouvés, jetant le doute sur l'intégrité de certains membres de la corporation. Élodie sentit son sang se glacer dans ses veines. Les pièces commençaient à s'assembler. Le plan d'Antoine était bien plus vaste qu'une simple vengeance personnelle. Il essayait de discréditer toute l'institution et d'une certaine manière, elle était au cœur de tout cela. « Luna, » dit Élodie, sa voix tremblant légèrement, « nous devons découvrir ce qui se passe vraiment. Et nous devons le faire vite. » La chatte regarda sa maîtresse avec une intensité presque humaine, comme si elle comprenait parfaitement la gravité de la situation. À ce moment-là, on frappa à la porte. Le capitaine Leroy, supérieur direct d'Élodie, entra dans la pièce. Son visage, habituellement impassible, montrait des signes d'inquiétude et de fatigue. « Martin » salua-t-il, remarquant avec surprise la présence de Luna. « Je vois que vous avez de la compagnie. »« Capitaine » répondit Élodie, essayant de s'asseoir plus droite dans son lit. « Que se passe-t-il dehors? Les nouvelles ?» Leroy leva la main, l'interrompant. « La situation est compliquée, Martin. Très compliquée. Quelqu'un joue un jeu très dangereux, et malheureusement, vous et Dupont êtes au milieu de tout ça. » Il tira une chaise et s'assit à côté du lit, son regard alternant entre Élodie et Luna, qui l'observait attentivement. « Écoutez bien, Élodie, » commença le capitaine, sa voix basse et grave. « Ce que je vais vous dire ne doit pas sortir de cette pièce. La vérité, c'est que nous faisons face à une conspiration bien plus grande que ce que nous avions imaginé au départ. » Alors que le capitaine Leroy commençait à révéler les détails sombres de la situation, Luna se positionna protectrice à côté d'Élodie. La policière savait que, quels que soient les défis à venir, elle ne serait pas seule dans cette bataille. Avec Luna à ses côtés et la détermination brûlant dans son cœur, Élodie se préparait à affronter le plus grand combat de sa vie, un combat pour la vérité, pour la justice et pour tout ce en quoi elle croyait. Le capitaine Leroy parlait à voix basse, ses yeux vérifiant constamment la porte de la chambre, comme s'il craignait d'être entendu. Élodie écoutait attentivement, ressentant le poids de chaque mot. L'attaque dans la zone industrielle n'était que la partie émergée de l'iceberg, Martin, commença Leroy. Antoine Dubois n'est pas seulement un criminel cherchant à se venger. Il fait partie d'une organisation bien plus vaste, avec des racines profondes dans plusieurs institutions de la ville. Élodie sentit un frisson parcourir son échine. « Quel genre d'organisation, capitaine ?» Leroy soupira lourdement. « Une organisation qui mêle crime organisé, corruption politique et entrepreneuriale. Ils ont des infiltrés partout, dans la police, dans le système judiciaire, même à la mairie. Leur objectif est de déstabiliser les institutions de sécurité pour prendre le contrôle de la ville. » Luna, assise à côté d'Élodie, gardait ses yeux bleus fixés sur le capitaine, comme si elle comprenait chaque mot. « Mais comment cela nous concerne, Camille et moi ?» questionna Élodie, ressentant une pointe de douleur en se rappelant sa partenaire encore dans un état critique. « Vous étiez une menace, » expliqua le roi. « Votre réputation d'intégrité et d'efficacité gênait leur plan. L'attaque dans la zone industrielle avait deux objectifs.
Vous éliminez et plantez de fausses preuves pour salir l'image de la corporation. Élodie ferma les yeux un instant, absorbant la gravité de la situation. Lorsqu'elle les rouvrit, une détermination farouche brillait dans son regard. « Que pouvons-nous faire, capitaine? Comment pouvons-nous arrêter cela ?» Le roi la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « C'est là que les choses se compliquent, Martin. Officiellement, vous êtes écarté de l'affaire. En réalité, il y a une enquête interne sur vous et Dupont. »« Quoi ?» s'exclama Élodie, sentant une vague d'indignation l'envahir. Luna se rapprocha, comme si elle ressentait l'agitation de sa maîtresse. « Calmez-vous, » demanda le roi en levant la main. « C'est tout à fait leur plan. Ils veulent vous isoler, détruire votre crédibilité. Mais c'est aussi notre opportunité. » Élodie fronça les sourcils, perplexe. « Comment ça? Pendant que vous serez officiellement écarté, vous aurez la liberté d'enquêter dans l'ombre, » expliqua le roi. « Nous avons un petit groupe de confiance qui travaille là-dessus, mais nous avons besoin de quelqu'un qui puisse se déplacer dans l'ombre, quelqu'un qu'il croit neutraliser. » L'esprit d'Élodie travaillait déjà, reliant les points. « Vous voulez que je sois une agent double ?» Le roi hocha gravement la tête. « C'est dangereux, Martin. Très dangereux. Mais cela pourrait être notre seule chance de démanteler cette organisation avant qu'il ne soit trop tard. » Élodie regarda Luna, qui lui rendit son regard avec une intensité presque surnaturelle. C'était comme si la chatte comprenait parfaitement la gravité de la situation et était prête à affronter n'importe quel défi aux côtés de son humaine. « Je suis partante, » déclara Élodie avec fermeté. « Mais je vais avoir besoin d'aide. Et d'informations. » Le roi sourit légèrement pour la première fois depuis qu'il était entré dans la chambre. « Nous avons déjà un plan pour ça. Dès que vous serez sorti de l'hôpital, nous vous contacterons par des canaux sécurisés. » Il se leva, se préparant à partir. « Martin, ce que nous allons affronter, c'est plus grand que tout ce que nous avons affronté auparavant. Cela va exiger tout de nous. » Élodie hocha la tête, ressentant le poids de la responsabilité, mais aussi une détermination renouvelée. « Je comprends, capitaine. Je ne vous décevrai pas. » Lorsque le roi quitta la chambre, Élodie se retrouva seule avec Luna et ses pensées. L'ampleur du défi qui l'attendait était effrayante, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. « On dirait que nous avons une grande bataille devant nous, Luna, » murmura-t-elle en caressant la tête de la chatte. Luna ronronna en réponse comme pour dire « Nous sommes ensemble dans cette histoire. » Dans les jours qui suivirent, tout en se remettant, Élodie utilisa chaque moment disponible pour planifier ses prochaines étapes. Elle savait que, dès qu'elle sortirait de l'hôpital, elle entrerait dans un monde d'ombres et de dangers. Les visites quotidiennes de Luna étaient devenues son point d'ancrage, lui rappelant ce qui était en jeu et pourquoi elle se battait. La présence constante et l'amour inconditionnel de la chatte étaient comme un phare d'espoir au milieu de la tempête qui approchait. Finalement, après 2 semaines de convalescence, Élodie fut autorisée à quitter l'hôpital. En sortant, elle savait qu'elle laissait derrière elle bien plus qu'un simple lit de convalescence. Elle abandonnait la sécurité de sa vie précédente et plongeait dans un monde d'incertitude et de danger. Avec Luna bien serrée dans ses bras, Élodie respira profondément l'air de la ville. Paris, la métropole qu'elle avait juré de protéger, ressemblait désormais à un champ de bataille inconnu. Mais elle était prête à se battre, non seulement pour elle-même ou pour Camille, mais pour tous ceux qui appelaient cette ville leur foyer. « Allons-y, Luna » murmura-t-elle en ajustant son sac sur son épaule. « Nous avons une ville à sauver. » Et ainsi, Élodie Martin fit le premier pas dans sa nouvelle mission, avec Luna comme fidèle compagne. L'avenir était incertain, les ennemis puissants, mais la détermination dans son cœur était inébranlable. La bataille pour l'âme de Paris ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent la sortie d'Élodie de l'hôpital furent un tourbillon d'activités clandestines et de planification méticuleuse. Son appartement, autrefois un refuge de tranquillité, s'était transformé en un centre d'opérations improvisé. Des cartes de la ville recouvraient les murs, des post-it avec des noms et des connexions formaient une toile complexe, et un ordinateur portable crypté bourdonnait constamment dans un coin de la pièce. Luna, toujours attentive, semblait avoir pris le rôle de sentinelle, se postant stratégiquement près de la fenêtre ou de la porte, comme si elle montait la garde contre des intrus invisibles. La 3e nuit après sa sortie, Élodie reçut un message codé du capitaine Leroy. Il était temps de passer à l'étape suivante. « Prête pour une promenade nocturne, Luna »
demanda Élodie en enfilant une veste sombre. Le chat miaula en réponse, ses yeux bleus brillant d'une compréhension presque surnaturelle. Les rues de Paris, normalement animées même la nuit, semblaient étrangement calmes. Élodie marchait avec détermination, ses sens en alerte maximale. Luna suivait de près, tantôt devant, tantôt derrière, comme si elle cartographiait le terrain. La destination était un ancien entrepôt dans le quartier de Belleville, apparemment abandonné, mais que le capitaine Leroy avait indiqué comme un point de rencontre sûr. En s'approchant, Élodie remarqua une silhouette familière, émergeant des ombres. « Martin !» La voix grave de Leroy la salua. « Je vois que vous avez amené des renforts », ajouta-t-il en remarquant Luna. Élodie sourit légèrement. « Elle est ma partenaire maintenant. » Leroy hocha la tête, comprenant la profondeur de cette déclaration. « Venez, nous avons beaucoup à discuter et peu de temps. » À l'intérieur de l'entrepôt, éclairé seulement par quelques lampes faibles, Élodie découvrit une scène qui la surprit. Une petite équipe de 5 personnes travaillait silencieusement sur des ordinateurs et des équipements de communication. « Ceci est notre base d'opération secrète », expliqua Leroy. « Tous ici sont de confiance absolue et sont engagés à démanteler cette organisation criminelle. » Élodie fut présentée à chaque membre de l'équipe. Sophie, une experte en cybersécurité, Pierre, un ancien agent des services de renseignement, Claire, une procureure qui risquait sa carrière dans cette opération, Luc, un journaliste d'investigation, et Dr Laurent, un médecin légiste qui avait remarqué des schémas suspects dans ses autopsies. « Et quel est le plan ?» demanda Élodie, sentant l'adrénaline parcourir ses veines. Sophie prit les devants, pointant une série d'écrans. « Nous avons identifié un réseau de transactions financières suspectes reliant plusieurs politiciens et hommes d'affaires à l'organisation d'Antoine Dubois. Notre objectif est de retracer ces transactions jusqu'à leur source et de démanteler toute l'opération. » « Mais ce n'est pas si simple, » intervint Pierre. « Ils ont des infiltrés partout. Un faux pas et nous pourrions les alerter. » Élodie absorba les informations, son cerveau travaillant rapidement. « Et où est-ce que j'interviens dans tout ça ?» Le capitaine Leroy s'approcha, son visage grave. « Vous, Martin, serez nos yeux et nos oreilles dans les rues. Officiellement écartés, vous pouvez vous déplacer sans éveiller les soupçons. Nous avons besoin que vous collectiez des informations, que vous établissiez des contacts et que vous nous aidiez à assembler les pièces de ce puzzle. »« Et Camille ?» demanda Élodie, l'inquiétude évidente dans sa voix. Le docteur Laurent répondit « Elle est hors de danger mais toujours inconsciente. Je surveille personnellement son cas pour assurer sa sécurité. » Élodie sentit un poids se soulever de ses épaules. Savoir que Camille était en sécurité lui donnait la force de continuer. « D'accord, dit-elle, la détermination claire dans sa voix. Par où commençons-nous » Les heures suivantes furent consacrées à une planification intense. Élodie absorba chaque détail, chaque nom, chaque connexion. Luna, étonnamment, resta attentive tout au long de la réunion, ses yeux bleus passant d'une personne à l'autre, comme si elle mémorisait chaque visage et chaque voix. Quand le premier rayon de soleil commença à s'infiltrer par les interstices de l'entrepôt, Leroy mit fin à la réunion. « Souvenez-vous, à partir de maintenant, chacun de vous est seul responsable. Gardez le contact uniquement par les canaux sécurisés que nous avons établis. Et surtout, soyez prudents. » En sortant de l'entrepôt, Élodie sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Elle regarda Luna qui marchait avec assurance à ses côtés. « On dirait que c'est nous contre le monde maintenant, partenaire. » Luna miaula doucement comme pour dire « Nous sommes prêtes pour ça. » Alors qu'elle rentrait en chez elle, les rues de Paris commençaient à s'éveiller. Travailleurs matinaux, livreurs, premiers bus. La ville qu'Élodie avait juré de protéger continuait sa routine, indifférente à la bataille qui se déroulait dans l'ombre. Élodie savait que les jours à venir seraient les plus difficiles de sa vie. Elle marcherait sur la fine ligne entre la loi et le monde souterrain, ne comptant que sur sa ruse, son courage et sur le partenariat improbable, mais inébranlable, avec Luna. En arrivant chez elle, Élodie se dirigea directement vers la carte accrochée au mur. Avec un stylo rouge, elle commença à tracer de nouvelles lignes, reliant des points qui semblaient auparavant déconnectés. Luna sauta sur la table, observant attentivement chaque mouvement. « Allons démêler ça, Luna » murmura Élodie, plus pour elle-même que pour la chatte. « Allons faire éclater la vérité, quoi qu'il en coûte. » Et ainsi, avec le soleil levant illuminant Paris,
Élodie Martin et sa fidèle compagne Féline se préparaient à plonger tête la première dans la mission la plus dangereuse de leur vie. La bataille pour l'âme de la ville ne faisait que commencer, et elles étaient déterminées à gagner. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités pour Élodie et Luna. Les jours se transformèrent en nuits, et les nuits en jours, alors qu'elles plongeaient de plus en plus profondément dans la toile de corruption qui enveloppait Paris. Élodie découvrit que sa connexion avec Luna allait bien au-delà d'une simple relation entre un humain et un animal. La chatte semblait avoir un sixième sens pour le danger, l'avertissant par des miaulements subtils ou des changements de comportement lorsque quelque chose n'allait pas. Ce partenariat inhabituel avait sauvé la vie d'Élodie plus d'une fois lors de ses enquêtes clandestines. Une nuit particulièrement tendue, Élodie se cachait à l'arrière d'un entrepôt abandonné du port, observant une réunion suspecte entre des politiciens corrompus et des membres du crime organisé. Luna, silencieuse comme une ombre, était à ses côtés. « Nous avons besoin de ces photos, Luna », murmura Élodie en ajustant son appareil photo à longue portée. C'est la preuve qui manquait pour lier directement le maire au système d'Antoine. Alors qu'Élodie photographiait la scène incriminante, Luna se raidit soudainement, ses oreilles bougeant rapidement. Quelques secondes plus tard, Élodie entendit des pas s'approcher. « Zut !» murmura-t-elle, rangeant rapidement l'équipement. Luna était déjà en mouvement, la guidant vers une voie d'évacuation sûre entre les conteneurs et les caisses empilées. Elles réussirent à s'échapper de justesse, le cœur d'Élodie battant fort, tandis qu'elle courait dans les rues sombres du port. « Bonne fille, Luna !» haleta-t-elle en caressant la tête de la chatte une fois arrivée dans un endroit sûr. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » De retour à l'appartement, Élodie envoya immédiatement les photos à l'équipe via des canaux sécurisés. La réponse fut immédiate. Ils avaient enfin la pièce maîtresse pour démanteler toute l'opération. Le lendemain, la ville se réveilla avec une nouvelle fracassante. Les gros titres criaient au plus grand scandale de corruption de l'histoire de Paris. Des politiciens, des hommes d'affaires et des figures du crime organisé étaient exposés, leurs liens illicites détaillés dans les journaux et les bulletins d'information. Élodie observait tout depuis son appartement, un mélange de soulagement et d'appréhension dans son cœur. Luna était à ses côtés à la fenêtre, ses yeux bleus fixés sur l'horizon de la ville. « Nous y sommes arrivés, Luna », murmura Élodie. « Mais ce n'est pas encore fini. » Comme pour répondre à ces mots, le téléphone d'Élodie sonna. C'était le capitaine Leroy. « Martin, nous avons besoin de vous maintenant. » Sa voix était urgente. « Antoine Dubois a été localisé. Il est coincé, mais refuse de se rendre. Il exige de vous parler. » Élodie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Où ?»« Dans la même zone industrielle où tout a commencé, » répondit Leroy. « Soyez prudente, Martin. Cela pourrait être un piège. » Élodie regarda Luna déjà en alerte, comme si elle avait compris la conversation. « Je serai là dans 20 minutes, » répondit-elle, raccrochant le téléphone. Le trajet jusqu'à la zone industrielle fut tendu. Élodie conduisait avec détermination, tandis que Luna restait vigilante sur le siège passager. À leur arrivée, les lieux étaient encerclés par des véhicules de police et des équipes tactiques. Élodie sortit de la voiture, Luna suivant de près. Le capitaine Leroy l'attendait à l'entrée de la zone industrielle. « Il est dans l'entrepôt central », Leroy informa. « Il dit qu'il ne se rendra que s'il parle d'abord avec vous. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça, Martin ?» Élodie hocha la tête, son expression ferme. « Je dois terminer ce que nous avons commencé, capitaine. Votre chat ne peut pas entrer. » L'un des officiers tactiques avertit. Élodie regarda Luna, qui lui rendit son regard avec une intensité presque humaine. « Elle reste avec moi », déclara Élodie, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. En entrant dans l'entrepôt, Élodie sentit le poids de la situation. Antoine Dubois était au centre, entouré de caisses et de machines abandonnées. Ses yeux brillaient d'un mélange de colère et de résignation. « Officier Martin », salua-t-il, un sourire amer aux lèvres. Ou devrais-je dire, l'héroïne de Paris. « C'est fini, Antoine », répondit Élodie, gardant ses distances. Luna se positionna protectrice à ses côtés. « Vous avez perdu. » Antoine rit un son dur et sans humour. « Perdu ? Peut-être. Mais à quel prix pour vous, Élodie ? Combien de vies ont été détruites dans ce processus ? Combien de secrets sordides as-tu dû déterrer ?» Élodie sentit le poids de ces mots, se rappelant toutes les révélations choquantes qu'elle avait découvertes pendant l'enquête. C'était nécessaire,
répondit-elle fermement, pour nettoyer cette ville. Nettoyer? Ricana Antoine. Tu crois vraiment à ça? Peu importe combien d'entre nous tu arrêtes, il y en aura toujours d'autres pour prendre notre place. La corruption fait partie de cette ville, tout comme le béton et l'asphalte. Luna grogna doucement, comme si elle comprenait et désapprouvait les paroles d'Antoine. Élodie fit un pas en avant, sa voix chargée de conviction. « Tu as tort, Antoine. Tant qu'il y aura des gens prêts à se battre pour ce qui est juste, il y a de l'espoir, et je n'arrêterai jamais de me battre. » Pendant un moment, le silence régna dans l'entrepôt. Antoine regarda Élodie, puis Luna, une lueur de quelque chose, peut-être du respect, peut-être de la résignation, traversant son regard. « Tu sais, Élodie, dit-il finalement, dans un autre monde, dans d'autres circonstances, nous aurions pu être alliés. Nous sommes plus semblables que tu ne veux l'admettre. » Élodie secoua la tête. « La différence, c'est que j'ai choisi le bon chemin, Antoine, et il n'est pas trop tard pour que tu fasses de même. » Avec un soupir lourd, Antoine tendit les mains. « Très bien, officier Martin. Vous avez gagné pour l'instant. » Alors que les équipes tactiques entraient pour procéder à l'arrestation, Élodie ressentit un mélange d'émotions, soulagement, épuisement, mais aussi une détermination renouvelée. Elle regarda Luna, qui lui rendit son regard avec une confiance inébranlable. En sortant de l'entrepôt avec le soleil levant à l'horizon de Paris, Élodie savait que ce n'était pas la fin, mais seulement le début d'une nouvelle bataille. La ville était blessée, exposée, mais aussi avec une chance de guérison et de renouveau. « Rentrons à la maison, Luna, » murmura-t-elle en caressant la tête de sa fidèle compagne. « Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Et ainsi, Élodie Martin et Luna, le duo improbable qui avait déjoué la plus grande conspiration de l'histoire de Paris, marchèrent ensemble vers l'avenir, prêtes à affronter tous les défis que la ville leur présenterait. Fin de l'histoire. Si jamais cette histoire vous a touché, envisagez de nous aider grâce à un don via l'option « Super Merci » ici sur YouTube. Ce qui peut sembler peu pour vous représente beaucoup pour nous et nous aide à continuer à créer des histoires passionnantes.